Merci à tous d'être là. Alors effectivement, moi je vais vous parler de déconsommation. Donc là, et j'ai même écrit un livre sur ce sujet. Donc la première question, c'est pourquoi parler de déconsommation alors que bon, la consommation quand même, c'est la vie. Je commence souvent ce type d'intervention en rappelant que la consommation aujourd'hui en France, ça représente près de 60% du PIB, donc de la production de richesse de notre pays. Donc enfin voilà, c'est tellement structurant à l'échelle de notre pays, à l'échelle de nos vies aussi. Pourquoi, à un moment, s'intéresser à la déconsommation ? J'ai écrit ce livre en plus en 2021, à une époque où quand même on s'intéressait assez peu à ce sujet, même en 2020. La première question, c'est qui a déjà entendu parler de la déconsommation ? Levez la main. Ah, c'est pas mal, on est entre initiés. Souvent, c'est déjà le terme lui-même n'est pas connu. Donc, vous allez le voir, l'objectif de cette session, ça va être de vous expliquer pourquoi, de mon point de vue, on est déjà en fait dans cette société de la déconsommation. Et j'ai tout un argumentaire, vous allez voir, en 4 points. Alors, le premier temps, c'est peut-être vous rappeler, même si vous savez déjà ce que c'est, ce qu'on entend par déconsommation. Ce que j'aime bien avec ce concept, c'est que comme souvent avec des concepts un peu nouveaux, et ben, en fait, il est repris un peu à toutes les sauces, il est déformé, il est mal utilisé jusqu'à ce que souvent on finisse par l'abandonner. Mais en tout cas, pour l'instant, on le garde. Donc, vous avez une définition officielle, celle du Larousse, qui nous dit en fait la déconsommation, c'est la tendance à consommer moins, avec déjà une double dimension. La première, c'est pour des raisons financières, on va y revenir, mais aussi de manière volontaire, donc une déconsommation volontaire, notamment pour des préoccupations environnementales. Et puis, vous avez une petite parenthèse qui nous dit aspiration à la décroissance. Alors ça, on va en reparler parce que pour moi, déconsommation, c'est pas forcément synonyme de décroissance. Et puis, je vous ai mis d'autres extraits qui me semblaient intéressants. Moi, depuis quelques mois, mon livre a été écrit il y a 2 ans, mais on n'arrête pas de m'appeler parce qu'en fait, le PDG de Carrefour a dit il y a 3 mois, en France, on est face à un tsunami de déconsommation. Et comme justement le terme n'est pas beaucoup utilisé, il y a beaucoup de gens qui se tournent vers moi ensuite. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est que justement, c'est un bon exemple de détournement du concept parce qu'en fait, il a juste vu qu'il y avait moins de gens qui allaient dans ces magasins et puis il a crié au loup en disant attention, c'est la déconsommation, c'est très très grave, il faut faire quelque chose. Donc on va en reparler, voir si c'est très très grave la déconsommation. Et puis je vous ai mis juste des petites captures d'écran d'articles de journaux qui justement alertent sur cette possible entrée dans l'ère de la déconsommation. On y va ? Ça va ? Alors, la déconsommation, pourquoi, de mon point de vue, on y est déjà en partie et pourquoi c'est pas si grave que ça. Alors là, vous allez voir, je vais vous montrer pas mal de belles courbes, mais pas des belles courbes qui montent. En général, on aime bien les courbes qui montent dans nos sociétés, mais je vais vous montrer qu'en fait, les belles courbes dans nos sociétés développées, en Europe notamment, elles ont plutôt tendance à descendre. Et ça, c'est le premier point que je voudrais que vous gardiez en tête, parce que c'est assez structurant, en fait, sur pourquoi, justement, on est en train de sortir d'un certain nombre d'imaginaires, et notamment de l'imaginaire des 30 glorieuses qui reste souvent dans nos têtes. Ça, donc, c'est l'évolution du taux de croissance du PIB en France. Déjà, ça calme un petit peu. On a toujours en tête le fait qu'on est dans une société où il faut que le PIB augmente tous les ans. Si vous regardez donc depuis l'après-guerre, on a eu effectivement la période des 30 glorieuses, où là, tout allait bien, hein, on était sur des taux de croissance de 4 à 8%, et puis on a eu une phase un petit peu plus compliquée, où on est passé, disons, entre 2 et 4%, et puis en fait, si vous regardez depuis maintenant à peu près 10 ans, on est entre 0 et 2%. J'enlève 2020, hein, j'enlève 2021, qui sont quand même des années particulières. Même sans être économiste, je crois que tout le monde est capable de voir qu'il y a des histoires de paliers qui sont en train de descendre. Et de mon point de vue, en fait, ça va devenir la nouvelle norme, ce 0, 1, 2%. Là, pour 2023, on va être sur 1%. Donc, à nouveau, l'objectif, c'est pas de vous donner un cours d'économie, je suis pas économiste moi-même, mais de dire, tiens, là, il y a quand même quelque chose derrière. Et pourquoi, finalement, on arrive de moins en moins à produire des richesses, et notamment, pourquoi la consommation joue de moins en moins son rôle, comme je viens de le dire. Alors, autre courbe qui descend, justement, on rentre dans le vif du sujet, c'est justement l'évolution de la consommation des ménages. Là, vous voyez, on est à peu près sur le même type de courbe. Donc à nouveau, tout allait bien pendant les 30 glorieuses, et puis bon, voilà, ça se casse un peu la figure quand même. Et donc là, on arrive de la même manière à des taux de croissance de la consommation des ménages qui sont compris entre 0 et 2%. La question, c'est pourquoi ? Et est-ce que ça va durer ? Je crois que Chloé l'a dit, moi je fais de la prospective. Donc la prospective, c'est pas regarder une boule de cristal et dire « Ah, demain, ce sera comme ça ». Mais c'est de comprendre justement, quand on voit ce type de courbe et qui descend depuis 20 ans, qu'est-ce qui pourrait se passer demain ?
Donc pour ça, il faut qu'on regarde les moteurs. Il faut qu'on explique pourquoi la consommation des ménages, en fait, vous voyez, ralentit déjà. Alors certes, elle continue à augmenter, mais de moins en moins rapidement. Alors, donc, justement, est-ce qu'on n'aurait pas déjà passé ce fameux pic de consommation et notamment, on va y venir, mais de consommation matérielle, parce que ça, je ne l'ai pas précisé. On est à la School of Products, donc on parle principalement des produits, mais en fait, quand on parle de consommation, il y a des produits et des services. Et je pense que quand on parle de déconsommation, ce qui est intéressant, c'est de regarder justement la différence qu'il peut y avoir entre les deux. Donc là, encore une courbe, désolé, donc avec un autre indicateur, mais peu importe, à nouveau, on ne va pas rentrer tout dans les détails. Donc qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que quand on regarde en bas 100, la consommation des ménages, tout allait bien, jusqu'en 2020, elle a augmenté. Et puis bon, à nouveau, petite parenthèse 2020-2021, moi ce qui m'intéresse, c'est le bout de la courbe, d'accord? Et on voit quoi? On voit que la courbe noire, qui représente la consommation totale des ménages, bon, elle repart doucement, quoi. Elle repart doucement, et en revanche, ce qu'on voit aussi, c'est une différence, là, vous avez deux courbes qui se croisent, la rouge et la bleue. Et donc, autant la consommation de biens, elle se casse complètement la figure, et la consommation de services, elle repart à la hausse. Donc là, derrière, pour moi, il y a une question importante sur est-ce que justement cette déconsommation, elle ne serait pas centrée sur les biens, alors que eux, les services, potentiellement, ils pourraient continuer à croître. C'est de ça qu'on va parler. Ça va? Alors, pourquoi, de mon point de vue, justement, on est déjà dans cette société de la déconsommation? Donc, argumentaire en 4 actes. J'ai fait Sciences Po, alors je sais plutôt un truc un peu carré, mais donc là, c'est pas deux parties, c'est 4. Premier point. Alors j'aimerais bien faire un quiz géant, mais en même temps c'est un peu compliqué avec autant de monde. Le premier argument, la première raison qui explique que la consommation augmente de moins en moins, est-ce que quelqu'un sait? Est-ce que quelqu'un a une idée? Vous pouvez crier. Si c'est pas la bonne réponse, je ferais comme si j'avais pas entendu. Comment? Non, c'est pas ça. Non, ça sera mon deuxième point. Ah oui, ça sera aussi mon... Enfin, en fait, troisième point, deuxième point. Et le premier, personne ne l'a jamais. Qu'est-ce qui caractérise nos sociétés européennes? Comment? On en a trop, ça va être côté saturation, on va en reparler. Non, alors je vais en parler aussi, mais c'est pas ça. Démographie, quoi dans la démographie? Le vieillissement. L'âge? Le vieillissement de la population. Pourquoi? En fait, plus on est vieux, moins on consomme. Alors, j'ai pas réussi à trouver exactement les illustrations que je voulais, mais peu importe. Donc là, ça nous dit quoi? Ce graphique, ça nous dit, en plus c'est un peu vieux, mais la tendance est toujours la même, que justement, plus on est vieux, moins on consacre la part de notre revenu aux dépenses. Alors vous allez me dire, c'est normal, quand on est plus vieux, on gagne plus d'argent que quand on a 25 ans. C'est vrai, mais ce qui est vrai aussi, c'est qu'à partir du moment, par exemple, où vous êtes à la retraite, vous avez quand même à la fois des besoins qui sont moins importants. Par exemple, vous allez peut-être moins renouveler votre garde-robe et moins acheter de vêtements, moins acheter de meubles, et puis vous êtes déjà globalement équipé. Donc vous allez quand même consommer moins. Et puis vous avez aussi peut-être des besoins plus fondamentaux qui vont évoluer et un rapport à la consommation qui va évoluer. Et ça, c'est hyper structurant. À l'heure où vous avez une personne sur 5, voire une personne sur 4 qui a plus de 60 ans. Et ça, on l'oublie tout le temps. Et demain, enfin, et dès aujourd'hui, vos clients, en fait, ça va être de plus en plus des personnes âgées. Donc, ils vont avoir un rapport à la consommation vraiment différent. Et ça, je pense qu'il faut vraiment le garder en tête parce que ça a des impacts sur tous les aspects de la consommation. Et autre illustration, alors celle-là, je l'aime bien, mais elle est complètement illisible. C'est pareil, je n'ai pas trouvé ce que je voulais. Est-ce que vous savez comment évolue la consommation de viande en France? Qui pense qu'elle augmente? Qui pense qu'elle est stable? Et qui pensent qu'elle diminue, les autres? Ouais, alors, en fait, en gros, là aussi, j'ai pas mis la courbe, mais depuis 20-30 ans, globalement, elle tend à diminuer la consommation d'ondes. Et justement, quand je pose la question suivante, qui est « Pourquoi ça diminue la consommation d'ondes ?» On me répond « C'est à cause des véganes. » Sauf que les véganes, aujourd'hui, c'est moins de 1% en France. Même les végétariens, Chloé a dit que j'étais végétarienne, en fait, on est très très minoritaire dans la société. Donc ce qui fait que la consommation de viande diminue déjà en France, c'est principalement, enfin en tout cas en grande partie, à cause du vieillissement. Donc là, pareil, vous avez des courbes complètement illisibles qui vous disent que plus on vieillit, moins on consomme de viande par jour. D'accord? Alors là, j'ai toujours quelqu'un qui me dit « Ah, mais ma mamie, si elle n'a pas son steak le midi, mange pas. Hein. » Certes, mais globalement, surtout au grand âge, en fait, on a des besoins en protéines qui diminuent, plus de difficultés à mâcher, etc. Bon, exemple de la viande qui paraît un petit peu anecdotique, mais en fait que vous pouvez décliner
à plein d'autres postes. J'ai mentionné rapidement l'exemple des vêtements. Aujourd'hui, ce qui va tirer la consommation de vêtements en France, c'est plutôt les publics jeunes. Et sur les produits IT, il faudra regarder, mais je pense aussi qu'il y a un gros prisme jeune. Premier argument sur pourquoi on est déjà dans cette société où finalement la consommation peut ralentir. Deuxième argument, vous l'avez mentionné, oui, on est effectivement déjà dans une société largement saturée. Alors, qui a au moins une télé dans sa maison? 2 télés. Alors, ça va, il n'y a pas trop. 3 télés? Bon. Qui a au moins 2 smartphones dans sa maison? 3. Bon, bref, je pourrais continuer. Vous voyez qu'en fait, au bout d'un moment, en fait, on atteint des plafonds. Et j'aurais pu vous mettre de la même manière un graphique sur les taux d'équipement des ménages. Et en fait, c'est assez impressionnant de voir ces courbes qui augmentent de plus en plus rapidement et puis qui très rapidement atteignent des plafonds. Là, ce que je vous ai mis, c'est l'exemple des postes de télévision. Pour 2 choses, pour illustrer ce côté saturation. En fait, on peut acheter une télé, puis au bout d'un moment, on a ce qu'il faut. Et pour illustrer aussi un autre point qui est souvent moins bien connu, c'est le fait qu'on a potentiellement moins d'équipements, mais qui servent à plus de choses. Alors, dans le secteur IT, ça paraît évident, mais là où il y a 20-30 ans, vous aviez une télévision, un magnétoscope, un téléphone fixe, un machin, un truc, un bidule, aujourd'hui, vous avez votre smartphone, votre ordinateur qui servent à tout. Et puis vous avez éventuellement une console, mais même la console de jeu, le marché commence à être un peu moins vaillant. Et donc ça, pour moi, c'est des points assez importants en fait sur le type d'équipement qu'on peut avoir et la manière dont on va les renouveler. Donc ça, vous voyez encore une belle courbe qui descend sur les ventes de télévision. Autre exemple sur l'habillement, je l'ai déjà mentionné, mais il est assez révélateur à nouveau. On est globalement sur un marché qui se casse la figure. Et en fait, vous en avez plein d'autres, des exemples comme ça. Sur les meubles, c'est pareil. Alors sur IT, je n'ai pas regardé en détail, mais j'imagine sur les tablettes, ça ne doit pas être très glorieux. Donc ça, à nouveau, c'est un point qui est fondamental parce qu'on est sur des tendances. Vous voyez là, quand on observe ce type de courbe-là depuis 5 ans, 10 ans, qu'est-ce qui pourrait l'inverser en fait ? D'accord ? Au-delà de l'innovation dont vous allez parler après, je ne vois pas bien. Et on voit bien que l'innovation, déjà, ne suffit plus à inverser la courbe. Alors, troisième point, vous l'avez mentionné aussi. Et en fait, ce qu'il faut garder en tête, c'est que tous ces éléments-là vont se combiner. D'accord ? Ils vont se combiner pour les mêmes catégories de consommateurs, et puis vous avez des catégories de consommateurs qui vont être plus ou moins concernés par un type d'enjeu ou un type de profil de déconsommation. Alors sur le côté des consommations contraintes, sur le fait qu'on consomme moins ou pas autant qu'on le voudrait, parce qu'en fait on n'a pas les moyens de consommer comme on le voudrait, ça paraît... Aujourd'hui, disons, ça paraît une évidence, parce qu'on va en reparler sur l'inflation, mais ce que je voudrais que vous gardiez en tête, c'est que la tendance, elle est quand même plus structurante que ça, et notamment, donc encore une courbe qui descend, mais là, c'est une moyenne. Alors, c'est plus compliqué de trouver des chiffres différenciés par type de ménage, mais en l'occurrence, c'est assez déterminant, parce que là où, en moyenne, vous voyez, là, on est sur le pouvoir d'achat dont on parle tout le temps, alors qui, en fait, ne diminue pas tant que ça. On va toujours dire, le pouvoir d'achat des ménages, il diminue. En fait, vous avez quelques années où il diminue, mais qui reste minoritaire. Mais à nouveau, ce que je garde en tête, moi, c'est qu'il augmente de moins en moins vite. Et à nouveau, si vous regardez par type de ménage, effectivement, quand vous êtes sur les ménages les plus pauvres, mais aussi les classes moyennes, là, on est plutôt sur des tendances à la baisse. Mais donc, toujours les mêmes logiques, d'accord ? On était sur 4, 6, 8%, ça a diminué, puis là, on est entre 0 et 2, quoi. Et ça fait 10 ans que ça dure. Donc, à mon avis, il y a quand même quelque chose là d'assez structurant pour l'avenir. Je ne vois pas comment on inverserait ces courbes-là. Donc sur l'inflation justement, là je vous ai mis l'exemple de l'alimentation parce qu'en fait on parle de l'inflation depuis 18 mois, il y a quand même 2 postes sur lesquels elle a été la plus forte, c'est l'alimentation, là vous avez alimentation et hygiène, et sur l'énergie. Mais effectivement, les courbes, elles sont dramatiques, avec des tendances que vous avez entendu parler, j'imagine, sur des ménages qui, en retour, vont consommer de moins en moins, donc vont se priver de biens essentiels. Vous avez dû entendre parler de ça, des ménages qui achètent moins de savon, qui se privent vraiment. Donc la question, c'est jusqu'où, même si là, l'inflation est en train de ralentir, là, on a puisé finalement dans tout ce qu'on avait en termes de marge de manœuvre, jusqu'où ça peut durer et quelles nouvelles normes demain. Alors, un autre point qui est important et qui est souvent mal connu, c'est que donc, tous les mois, vous avez un salaire ou des allocations qui rentrent.
d'accord, quel que soit votre statut, soit vous travaillez et vous avez un salaire. À votre avis, je fais une parenthèse, mais j'aime bien celle-là. Quelle est la part des Français qui travaillent de 0 à 102 ans? À votre avis, qui pense que 70% des Français travaillent de 0 à 102 ans? Qui pense que 60% des Français travaillent? Qui pense que 50% des Français travaillent? Voilà, c'est ça. En gros, on est autour de 45% des Français qui travaillent. D'accord? Donc ça, déjà, c'est hyper structurant. On n'est pas dans une société de travailleurs. Ce n'est pas une critique, mais c'est un fait. Et de la même manière, je vous en fais un autre. Selon vous, quelle est la part des familles dans la société française? D'accord? Qui pense que, je vais prendre les mêmes, 70% des ménages sont des familles, donc au moins un adulte avec un enfant. Qui pense que 60% des ménages sont des familles. Qui pense que 40%, 30%. on est autour de 40%, d'accord? Donc en fait, vous avez en gros un gros tiers des ménages qui sont une personne seule, et un gros quart qui sont 2 personnes, plutôt des couples. D'accord? Donc déjà 60% des ménages, 60% de vos clients potentiels, c'est des personnes seules ou à 2. Donc il ne reste que 40% de familles. Ça, je trouve ça intéressant pour décaler le regard sur la société française aujourd'hui et sur notre représentation d'une société d'hyperactifs, parisiens, etc., qui passent leur temps à courir dans tous les sens et à aller chercher leurs enfants à 18h. En fait, ce n'est pas tout à fait la norme. Ça existe, mais c'est pas la seule réalité. Alors, je reviens sur ma présentation. Donc, en fait, je disais tout à l'heure, le pouvoir d'achat augmente de moins en moins vite. Et en plus, par rapport à ce revenu qu'on a tous les mois, en fait, il y en a une partie croissante qui relève de ce qu'on appelle les dépenses préengagées ou les dépenses contraintes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous touchez 1500, je veux dire 1000, ça va être plus simple, 1000 euros par mois, en fait, vous en avez quasiment déjà 30% qui va partir dans votre loyer, dans les factures d'électricité, les factures de gaz, l'eau, le forfait Internet, le forfait téléphone, etc. D'accord? À nouveau, on est sur des moyennes. Et par ailleurs, il y a un grand absent dans ce graphique, c'est tout ce qui concerne la mobilité. Donc toutes les dépenses liées à la voiture, que ce soit un remboursement de prêt ou des dépenses de carburant, ne sont pas prises en compte dans les dépenses préengagées, alors qu'on sait très bien qu'elles sont quand même assez structurantes. Donc pour dire quoi? On a déjà un revenu qui augmente de moins en moins vite, et en plus, dans ce revenu qui ne diminue pas, mais qui croît de moins en moins vite, on en a une partie croissante, finalement, qui n'est pas arbitrable. Ça veut dire sur laquelle on n'a pas de marge de manœuvre. Tous les mois, ça part. Ça part directement dans ces dépenses-là. Donc, il ne reste pas beaucoup, finalement, pour dépenser comme on le souhaite. Alors, et là, on arrive à un point qui a été mentionné tout à l'heure. Nous, en France, on est les champions du monde du pessimisme. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais dans toutes les enquêtes, vous allez toujours voir que les Français sont les plus pessimistes pour leur avenir personnel, pour l'avenir de leur société. Et il y a un autre point que je n'ai pas rappelé là, mais qui me paraît assez structurant. On est aussi les plus méfiants. Les plus méfiants, notamment vis-à-vis des grandes entreprises. Donc en fait, si vous regardez là aussi au niveau international, vous avez aujourd'hui moins de la moitié des Français qui font confiance aux grandes entreprises. Alors, on est autour de 40%. Et en parallèle, vous en avez le double, à peu près 80%, qui font confiance aux grandes entreprises. Donc là, il y a quelque chose derrière on va pouvoir creuser juste après sur pourquoi cette défiance, en fait, qu'est-ce qu'elle nous dit de notre rapport à la consommation. Et donc là, c'est juste, encore un beau graphique qui descend, qui nous dit qu'effectivement, les ménages... Alors, indice de confiance, il est très générique, mais là, ce que cherche à voir l'INSEE, c'est est-ce que les ménages ont envie de consommer? Est-ce qu'ils pensent que la situation est favorable pour consommer plutôt que pour épargner? C'est le point suivant. Comme on est dans une société où on est assez méfiant, en fait, on a tendance à beaucoup épargner. Donc, en moyenne, vous voyez, ça, en bas, c'est le taux d'épargne un peu moyen. En France, on était entre 14 et 15%. Donc, forcément, il a beaucoup augmenté avec le Covid, mais il reste aujourd'hui à un niveau élevé. Signe, justement, vous suivez. Donc, on a des revenus qui augmentent de moins en moins vite. On en a une partie croissante qui est déjà prise par des dépenses contraintes. Et en plus, on va épargner de plus en plus. Donc, il ne va vraiment pas rester grand-chose pour consommer. OK ? Alors, on arrive au dernier point. Quelle place, finalement, pour la déconsommation volontaire?
D'accord ? Une fois qu'on a dit tout ça, vous voyez que le paysage, il est quand même assez complexe et moi, c'est ce que je trouve important à garder en tête. Il n'y a pas une seule catégorie de consommateurs, il y a plusieurs catégories. Donc, les personnes plus âgées qui vont consommer moins, ceux qui ont des contraintes financières et qui donc ne peuvent pas consommer autant qu'ils le souhaiteraient. Et la question, c'est quelle place il reste pour des consommateurs qui disent moi, je peux consommer, mais je n'ai pas envie de consommer. Et donc là, ce qui n'est pas évident, c'est qu'on a assez peu de données, on n'a pas de stats INSEE sur la déconsommation. Par contre, moi, ce que je trouve intéressant, c'est quand même de regarder les enquêtes, en gros, que nous disent les Français sur la consommation. Et moi, j'ai passé beaucoup de temps à regarder ça. Et ce qu'il n'y a pas sur ce graphique-là, c'est vraiment le changement assez radical de rapport à la consommation. On est passé d'une consommation qui faisait rêver, qui était synonyme de bonheur, de réussite individuelle, de réussite sociale. Voilà, il fallait acheter et avoir coché les cases pour montrer qu'on était bien inséré, qu'on avait réussi sa vie. Et puis, en fait, il y a eu une bascule quand même assez violente depuis une dizaine d'années sur une consommation qui est au contraire perçue aujourd'hui comme négative, comme une source de gaspillage. Et puis on va retrouver ici les éléments que je viens de mentionner sur la défiance envers les entreprises, l'impression d'être trahies par les grandes entreprises et que finalement elles ont vendu du rêve, elles nous ont pris pour des petits moutons bien sages, mais que derrière, en fait, elles se sont surtout fait de l'argent sur notre dos et que ce discours-là, il est quand même maintenant aujourd'hui dominant dans les enquêtes. Alors certes, on ne fait pas forcément ce qu'on dit, mais dans le domaine de la consommation, on voit quand même que les discours finissent par se retrouver dans les comportements, souvent avec un peu de décalage. Mais l'exemple typique, c'est l'exemple de la consommation bio, qui était assez anecdotique il y a une quinzaine d'années. Mais on voyait déjà dans les enquêtes que les gens disaient « Ah oui, mais moi, je m'intéresse de plus en plus à ma santé, j'ai envie de consommer mieux du point de vue des aliments, etc. » Et en fait, progressivement, la consommation de bio s'est développée. Donc pourquoi je regarde les enquêtes ? D'une part, je viens de le dire, parce qu'on n'a pas tellement d'autres sources. Et puis parce que je pense quand même que c'est assez déterminant sur l'état d'esprit des consommateurs et sur la manière dont ils pourraient se comporter demain. Donc, grosse parenthèse, pour dire que là, vous avez des enquêtes style le baromètre de la consommation responsable, qui est assez intéressant parce qu'ils le font tous les ans depuis une dizaine d'années, donc ça permet d'avoir une rétrospective. Et en gros, là, vous avez quoi ? Vous avez dans le paquet à droite les 20% de Français qui disent moi, franchement, la consommation responsable, je m'en fiche, c'est pas mon problème. Donc, soit je m'en fiche, soit même ça m'énerve. Donc, ils sont minoritaire, mais 20% au total, c'est quand même assez élevé. Donc une personne sur 5, voire une personne sur 4, selon les enquêtes, qui disent non, mais en fait, c'est pas mon sujet, quoi. J'ai envie de continuer à consommer, arrêter de m'énerver avec vos histoires de consommation responsable. Mais à côté de ça, vous avez maintenant près de 8 personnes sur 10 qui déclarent donc dire « Ah non, si, la consommation responsable, c'est très très important ». En tout cas, qui sentent aussi peut-être une évolution des normes sociales et de la pression sociale en faveur de la consommation responsable. Et ce qui est intéressant aussi dans ce paquet-là, c'est la distinction sur, en gros, je fais tout ce que je peux, mais sans forcément chercher à réduire ma consommation. Et puis vous en avez maintenant une majorité, donc c'est les 63%. Je fais tout ce que je peux et j'essaie de réduire l'impact de ma consommation, mais aussi ma consommation tout court. Ça, vous l'avez dans d'autres questions. Donc là, on est vraiment au cœur de cette déconsommation-là, volontaire en tout cas, sur oui, j'aimerais diminuer ma consommation matérielle. Alors, justement, là, ce slide-là, il dit à peu près la même chose. Il nous dit à nouveau le même ordre de grandeur sur, pour 6 personnes sur 10, la consommation responsable, ça veut dire ne plus consommer de produits superflus ou réduire ma consommation en général. D'accord ? Donc là, à nouveau, pour moi, un tournant quand même assez majeur dans cette représentation de la consommation, qui n'est plus « je consomme toujours plus », mais je me dis qu'il y a peut-être des alternatives à cette société de l'hyperconsommation. Donc la question, bien sûr, c'est quelles alternatives on peut imaginer. Donc le dernier point, alors je l'ai mentionné parce qu'en fait, dans les illustrations de la déconsommation volontaire, c'est pas évident. Parce qu'en fait, là, on va retrouver tous les moteurs que j'ai présentés jusqu'à présent. Là, typiquement, je vous dis, les ventes de smartphones neufs en France, elles se cassent la figure. D'accord ? On était à 20 millions il y a quelques années, là on a 16 millions. En parallèle, les ventes de smartphones reconditionnés, elles augmentent. Pourquoi ?
En fait, ça va être un mélange de tout ce qu'on a dit. Ça va être parce que c'est moins cher, ça va être parce que, effectivement, vous avez quand même une sensibilisation croissante à l'impact environnemental des smartphones. Et donc, en fait, ça va croiser différentes motivations. Et le résultat va être celui-là. Mais ça va être difficile de distinguer précisément parmi ces achats-là quelles sont les motivations principales. Il nous reste combien de temps ? Oui, 10 minutes. Okay. Alors, et même chose sur les véhicules. Ça, je trouve ça assez impressionnant aussi. La voiture individuelle, quand même symbole de notre société de consommation. Aujourd'hui, en France, vous avez à peu près 3,5 véhicules d'occasion qui se vendent pour un véhicule neuf. Donc là aussi, changement quand même à garder en tête sur le fait qu'on est sorti de ce mythe de la voiture neuve et on va plus spontanément en fait, aller acheter des véhicules d'occasion. Alors, j'avance sur, en fait, qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, comment faire en sorte que cette société de la déconsommation ne se traduise pas par une société de la décroissance ? Et est-ce qu'il reste de la place, justement, pour créer de la richesse quand on est une entreprise, mais globalement, en tant que société, en fait, c'est là où ce point-là est important. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on revienne à l'âge de pierre et qu'on arrête de créer de la richesse, parce qu'en tant que société, on ne peut pas vivre sans créer de richesse, on en a besoin, mais la question, c'est comment on réinvente nos modèles et quels nouveaux équilibres on peut trouver. Alors là, je pense que ce graphique-là, vous allez le voir 15 fois dans la journée. Sur l'économie circulaire, pourquoi je l'ai remis ? Parce qu'en fait, je trouve qu'on a toujours tendance à le réduire à la partie orange, là, sur le recyclage. Souvent, en fait, l'économie circulaire égale recyclage. Mais ce que je trouve intéressant, c'est d'aller regarder tous les autres concepts qui sont qui sont impliqués dans l'économie circulaire. Et notamment, moi, il y en a un qui me passionne, c'est l'économie de la fonctionnalité. Vous devez connaître. Je vais en dire 2 mots. Vous voyez ce que c'est l'économie de fonctionnalité ou pas ? Qui connaît ? Ah, quand même, d'accord. Donc, l'économie de fonctionnalité, mais je vais donner des exemples. L'idée par rapport à ce que je viens de dire, c'est que justement, on sort d'un modèle économique où on vend principalement des biens neufs, où en fait, en tant qu'entreprise, je vais gagner de l'argent parce que je vends des biens neufs et de préférence de plus en plus. Et au contraire, là, je vais vendre avant tout des services. D'accord ? Donc, je vais vendre un service, je vais y revenir, de chauffage dans cette salle. Je vous garantis un chauffage à 19 degrés. Et c'est ma responsabilité, c'est mon problème de savoir comment cette salle va être chauffée à 19 degrés en permanence l'hiver. Et je ne vais pas vendre des radiateurs et je ne vais pas vendre des systèmes de chauffage. D'accord ? Donc ça, je vais vous expliquer pourquoi c'est intéressant pour incarner cette transition du bien vers le service. Alors justement, premier exemple, alors plutôt centré réparation, mais pas uniquement, c'est Réparseb. Vous connaissez l'entreprise Seb qui fabrique à la base des équipements électroménagers. Mais Seb, en fait, ils sont très, très, très pionniers sur justement comment repenser notre rapport aux équipements. Et donc, en fait, depuis maintenant une dizaine d'années facilement, ils développent toute une palette de services en lien avec leurs produits. Et donc, ils ont des services de réparation et de reconditionnement de leurs produits avec des ateliers dédiés, etc. Et en fait, c'est un système qui est cohérent. Donc, c'est pour ça que ça fonctionne bien, parce qu'ils vont réparer leurs propres produits, les remettre en vente, les ventes d'occasion, etc. Et donc ça, typiquement, c'est un modèle qui marche bien et qui va aussi leur attirer forcément plus de clients, parce qu'en termes d'image, c'est assez vendeur, justement. Alors, l'autre exemple que je voulais mentionner, c'est l'increvable. Qui connaît l'increvable ? C'est un lave-linge. Alors on se dit, c'est génial. En fait, c'est un lave-linge qui est conçu pour durer pour toujours. Donc, il est réparable. On peut rajouter des fonctionnalités. On peut mettre des dessins dessus, etc. Le seul problème, c'est qu'elle n'existe pas. En fait, c'est un concept qui n'a jamais réussi à voir le jour, qui n'a jamais réussi à séduire, en tout cas à réunir les financements nécessaires pour être lancé. Donc il y a un point forcément derrière tout ce que je dis qui est fondamental, c'est quand on dit faire évoluer les modèles économiques, ça ne fonctionnera pas si les banques ne changent pas non plus leur mode de fonctionnement. Et là, typiquement, ils ont dû arrêter le projet parce qu'aucune banque ne les a suivis. Mais je vous invite quand même à regarder leur site, c'est assez intéressant. Alors, sur l'économie de fonctionnalité, un exemple là aussi assez parlant. Donc, vous connaissez le concept d'obsolescence programmée ? Ouais. Et en fait, quand on parle d'obsolescence programmée, souvent on cite comme exemple historique de l'obsolescence programmée les ampoules. Vous vous rappelez ? Les constructeurs américains d'ampoules qui se sont alliés pour, en gros, faire en sorte que leurs ampoules aient une durée de vie limitée. Donc, ils ont volontairement réduit la durée de vie de leurs ampoules.
Et donc, ce qui est intéressant, c'est que là, on est en 2015, et donc Philips, un des leaders mondiaux de la fabrication d'ampoules, décide de ne pas reproduire ce schéma-là, et au contraire d'anticiper la baisse des ventes d'ampoules, parce qu'en gros, on a les LED qui arrivent sur le marché. Ils disent, on est bien conscient que le marché va diminuer, et donc c'est là où ils vont proposer un service d'économie de fonctionnalité. Donc concrètement, là je vous donnais l'exemple du chauffage, et bien là vous l'appliquez à l'éclairage. Donc Philips dit à la Cinémathèque, à partir d'aujourd'hui, on signe un contrat et je vous assure un éclairage permanent et excellent de toutes les salles de la Cinémathèque toute l'année. D'accord ? Donc vous payez un forfait, vous n'avez pas à vous préoccuper, vous n'avez pas à changer les ampoules, vous n'avez pas à vous préoccuper de tout ça, c'est nous qui gérons l'éclairage. D'accord ? Donc je ne vends plus des ampoules, je vends ce service d'éclairage. Donc forcément, ça change tout, parce que ça veut dire que c'est à eux de gérer les ampoules, à eux Philips, et donc ils ont plutôt intérêt à ce que leurs ampoules durent longtemps. Parce que sinon, ils vont devoir les changer plus souvent. Donc là, on renverse complètement la logique et on casse justement la logique de l'obsolescence programmée. Bon, je vous laisserai lire l'argumentaire commercial, on s'en fiche un peu. Alors, autre exemple que je trouve intéressant, c'est sur les smartphones. Là aussi, qui cristallise quand même pas mal les questions d'obsolescence programmée. Alors, les dernières stats de l'ADEME, c'est que les Français changent leur smartphone en moyenne tous les 18 mois. Soit parce qu'il est en partie cassé, soit tout simplement parce qu'ils veulent un modèle plus récent. Donc ça, on voit bien que de toute façon, ce n'est pas tenable à l'avenir. Et donc, en réponse, vous avez de plus en plus d'entreprises, donc là, j'ai dû mentionner 3 ou 4 exemples, y compris la Fnac, donc y compris des acteurs déjà en place, qui vous proposent des services de location. En gros, vous n'achetez plus votre téléphone, mais vous achetez là aussi un service de téléphonie. Donc non seulement vous payez un forfait, mais vous payez la mise à disposition du téléphone. Donc, c'est-à-dire que tous les mois, vous payez 20 € et puis en fait, derrière, vous avez le téléphone et le forfait. Et quand vous en avez marre, vous pouvez changer de téléphone. Et point important aussi, c'est le téléphone est cassé, c'est l'entreprise qui répare le téléphone. Donc là aussi, vous voyez, ça change complètement la logique économique derrière. Mais ça reste rentable. Alors, j'avance parce qu'il me reste 2 minutes. Decathlon, je crois que vous en parlerez juste après. Moi, je trouve ça assez intéressant. Donc ça, vous avez peut-être entendu parler. C'est Decathlon, donc en Belgique, si je ne dis pas de bêtises, qui a lancé une formule en fait où vous payez donc 20, 40 ou 80 € par mois et vous pouvez louer un certain nombre d'équipements dans le magasin. D'accord ? Donc notamment des équipements sportifs. En fait, ça fonctionne bien parce que typiquement, sur certains équipements sportifs, on n'en a pas besoin toute l'année, voire on en a besoin assez peu fréquemment. Équipement de ski, ou vous vous lancez dans un nouveau sport, ou votre petit dernier se lance dans un nouveau sport, vous n'êtes pas sûr qu'il va garder l'activité, donc vous pouvez louer les équipements et les rendre quand vous avez fini. Donc ça, à nouveau, tout ça, c'est pour vous aider à imaginer des concepts alternatifs en termes de modèle économique. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, nous sommes dans la société de déconsommation. Donc, ce qui va être intéressant, ça va être de repenser justement ces concepts et ces imaginaires. Il a 2 exemples. Le premier, c'est une campagne de l'ADEME que vous avez peut-être vue à l'occasion du Black Friday, qui nous dit, et si en fait on inventait les dévendeurs. Dans la société de déconsommation, nous avons des dévendeurs. Donc là, le monsieur est en train d'expliquer à la dame qu'elle n'a pas besoin d'acheter un nouveau lave-linge, qu'il lui suffit de réparer le sien, ou en tout cas qu'elle peut éventuellement en acheter un d'occasion. Alors je fais une parenthèse, mais je vous conseille l'entreprise Murphy qui fait des services de réparation et de revente d'équipements d'occasion qui est particulièrement performant. Et puis, autre exemple, c'est les désinfluenceurs. Dans la société de déconsommation, on a des désinfluenceurs. Alors là, l'exemple est un peu ironique, mais en gros, aujourd'hui, on est donc dans une société où les influenceurs, et notamment les influenceuses, jouent un rôle quand même important sur un certain nombre de marchés. Et en fait, comme le marché des influenceuses est complètement saturé, et ben certaines d'entre elles se disent « Ah non, mais moi, je vais changer mon braquet d'épaule et je vais au contraire expliquer pourquoi il ne faut plus acheter certains produits et vous expliquer qu'il faut retourner à l'essentiel. » Bon, c'est très marketing, mais ce que je trouve intéressant, c'est vraiment cette évolution à nouveau des concepts et comment on essaye de tout repenser pour être plus cohérent avec la société qu'on est en train de construire progressivement. Et c'est mon dernier slide. Donc les récits et les imaginaires, c'est ce que je viens de dire. Moi, je pense que l'année prochaine, vous n'allez pas faire la School of Product, vous allez faire la School of Service. Tout simplement comme ça, vous allez repenser complètement tout ça. Et puis bien sûr, en fait, c'est ce que j'ai commencé à dire. Si on est dans cette société où on accorde moins d'importance à la consommation matérielle, et ben en fait,
tout peut s'enchaîner en cascade. Est-ce qu'on a besoin de moins travailler ou de revenus moins importants parce que justement on consacre moins d'argent à la consommation et les modèles économiques alternatifs, on en a parlé. Et puis je vous laisse avec ce dernier chiffre, là aussi de Greenflex que j'ai déjà mentionné, près de 90% des Français aimeraient vivre dans une société où la consommation aurait moins de place. Voilà, merci.